Allez, aujourd'hui, on est parti à la découverte de l'entreprise Giga. On va découvrir ce qui se passe ici à la Séguinière, la zone de la Bergerie. C'est parti. Chez Giga, notre métier, c'est de vendre des machines à nos clients. Les machines que l'on vend à nos clients sont des machines qui sont étudiées et construites chez Giga à la Séguinière. Et nos clients sont plutôt des clients de l'agroalimentaire, de la cosmétique, du laboratoire. Et les machines que l'on fait, c'est des machines qui sont souvent robotisées et qui sont sur des fonctions de encaissage et palettisation. L'idée que vous dites, machine que l'on fait, ça c'est pas intéressant, on va le montrer juste après. L'idée c'est de vraiment tout faire. On est ici dans le bureau d'études. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce bureau d'études? D'ailleurs, on va avancer un petit peu pour montrer aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'y passe là? On est vraiment sur les prémices, c'est-à-dire la machine n'est pas encore sortie de... En fait, c'est la phase 2 du processus. Les machines chez Giga sont vendues avant d'être construites et réalisées. Ok. Et donc quand les machines arrivent au bureau d'études, enfin quand les dossiers arrivent au bureau d'études, c'est pour effectivement être conçus. Donc il y a une première phase qui est la conception mécanique. On peut voir sur les écrans d'ailleurs, il y a des plans qui tournent. Donc ça c'est la première partie du bureau d'études mécanique. Il y a une deuxième partie, une fois que la machine a été dessinée, c'est la partie automatisme et robotique, où les gars font du programme. Donc là c'est du code, effectivement. On verra aussi sur les écrans, c'est un peu moins sexy et moins compréhensible, mais c'est du code. Et une fois que tout ce monde a fini de travailler, ça arrive dans l'atelier chez nous. Les produits, les moteurs, les vérins, la tôlerie, tout ça arrive chez nos sous-traitants pour que ce soit assemblé dans notre atelier, pour que la machine soit après livrée à nos clients. Justement, on va basculer dans les ateliers. C'est parti. Allez, comme promis, on se retrouve dans l'atelier. Là, c'est le concret quelque part, parce qu'on voit les machines. Donc, on contextualise un petit peu. Ce qu'on disait des fois dans certaines entreprises, il y a une marche en avant, les machines passent d'un endroit à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Ici, chaque machine a son pôle, a son endroit, typiquement le A1, le B1, hein, et elles sont faites, du moment où elles arrivent, elles sont montées à cet endroit précis, c'est ça? Oui, en fait, la vie de la machine dans l'atelier n'est pas très longue. En fait, les machines restent là 3-4 mois entre le moment où on commence juste à monter et le moment où on va livrer chez le client. Et effectivement, on ne les bouge pas. Le montage se fait de proche en proche. Les produits se mettent dedans les uns après les autres. Les moteurs, comme je le disais tout à l'heure, les robots. On voit qu'il y a du robot qui peut tourner aussi ici. Et une fois que la machine est complètement montée, effectivement, on l'essaye pour la livrer chez le client. Et donc, elle ne bouge pas. Elle reste à sa place dans l'atelier. Comment ça se passe? On utilisait tout à l'heure la métaphore du tube de dentifrice. Ça peut être intéressant de comprendre où vous vous situez dans la fabrication d'un tube de dentifrice hyper classique, par exemple. Alors, dans une usine de fabrication, que ce soit pour de l'agroalimentaire, de la cosmétique, laboratoire, il y a deux univers. Il y a un univers process, Ouais. dans lequel on n'est pas. C'est la cuisine, c'est là où on élabore le produit. Le dentifrice, c'est la pâte à dentifrice, par exemple. Et il y a un deuxième univers qui est l'univers du conditionnement. Là où le produit il est conditionné, mis en tube, mis en boîte, mis en caisse ou mis sur palette. Nous, on intervient tout au bout de la ligne, c'est-à-dire des fonctions d'encaissage ou de palettisation. Par exemple, ici, ça c'est une machine qui va mettre en caisse des aérosols. Et notre métier à nous, c'est d'ouvrir la caisse, de mettre le produit dedans. Une fois que la caisse est fermée, le produit est dans la caisse est fermée, ça sort de la machine, ça peut être palettisé derrière avec un robot, et après ça rentre dans le camion pour être livré. Donc nous on est vraiment dans l'usine de fabrication, chez nos clients, au bout de la ligne. C'est ce qu'on appelle la fin de ligne. Oui, on voulait faire un cas très pratique, on voulait parler d'un cobo. Alors qu'est-ce que c'est un cobo? C'est un robot collaboratif. Comment ça se présente, on va dire? Ça se présente comme ça. Comme ça? En fait c'est un robot traditionnel, comme vous en voyez partout dans l'atelier, sauf que ce robot-là, il a une particularité, c'est qu'il est sensible d'une certaine façon, et sa sensibilité permet de le faire travailler dans un univers qui n'est pas grillagé, pas sécurisé directement. Vous voyez, on peut s'approcher, on peut collaborer avec le robot. D'accord? Et il a une particularité, et Thibaut va nous le mettre en route pour qu'on puisse juger de ça. Il a une particularité, c'est que quand il rencontre quelque chose de dangereux, qui a été qualifié comme dangereux, tout ça c'est du programme, il s'arrête. Donc là, typiquement, je ne sais pas où est-ce qu'il a pensé le. Vous lui mettez une contrainte, ouais. Et là, il s'est arrêté, il n'a pas pincé du tout. D'accord, ok. Il a même remonté un petit peu pour pouvoir se dégager. Alors, ce n'est pas des robots qu'on fabrique, c'est des robots qui existent dans le commerce. Par contre, le savoir-faire de nos équipes d'automaticiens, c'est de programmer ce robot pour qu'il puisse faire ça. Et ça, c'est très particulier, par contre. Bon, on termine l'émission par cette extension, on peut dire ça, que vous avez souhaité créer. Pourquoi particulièrement l'avoir souhaité, celle-ci, l'extension? En fait, d'abord, on manquait de place. Ouais. Et puis, on a un projet de construction qui prend un peu de temps parce que le terrain n'est pas encore disponible. Donc, on a décidé un peu rapidement de faire 600 mètres carrés de plus pour pouvoir isoler notre partie réception. Réception, justement, des pièces de nos machines.
et pouvoir dédier ce grand hall ici spécifiquement au montage. On parle beaucoup de désindustrialisation de la France. J'allais dire, vous dépendez de l'industrie française. Qu'est-ce que vous en tirez de tout cela, finalement, de dire aujourd'hui cette peur que tout aille vers l'étranger, que tout soit fait à l'étranger est-ce que c'est... Ouais, c'est une peur qu'on partage aussi. Pas tellement que tout parte à l'étranger, mais plutôt que des choses viennent de l'étranger. Il y a d'autres pays où les compétences sont fortes. On parle souvent de la Chine en considérant qu'ils ont peu de compétences, alors que c'est faux, ils ont de très très grosses compétences. Heureusement, ils ne sont pas encore sur nos marchés, mais le jour où ils vont débarquer, ça va faire mal, quoi. Faut être présent, Donc en fait, ouais. il n'y a qu'une seule solution, c'est faut continuer à être hyper compétent. Nos clients, du coup, qui ont les mêmes problèmes, eux continuent à mécaniser, à faire des machines justement pour lesquelles la productivité permet d'être améliorée, les conditions de travail aussi. Et plus on va avoir des clients qui vont avoir besoin de faire des usines très opérationnelles, plus il y aura besoin de faire des machines et plus il y aura des gens comme nous. Et il y a aussi une notion de service. Quand les machines elles sont fabriquées à la Séguinière pour des clients qui sont dans l'Ouest, forcément la notion de service est importante. Et puis il y a une forme de patriotisme industriel aussi, mine de rien. On voit le coq bleu, notamment. Ouais, la French Fab. La French Fab, donc forcément tout ça a du sens. Bon, on a bien compris en tout cas votre valeur ajoutée. Merci de nous avoir accueillis chez vous C'était avec ici. plaisir. Et puis on dit à tout à l'heure aux téléspectateurs.